Mais, au connu mes bannes. Au connu mes bannes. Salut chez vous. De la transition à l'élection, c'est le thème de ce jour sur Décrypte-Actu. Bien sûr, ce qui nous reçoit, c'est la page et le plateau de Zamoura TV. Pour essayer de voir ce que représente aujourd'hui cette période assez délicate qui va prendre fin, à savoir la transition, nous avons invité sur ce plateau M. Raphaël Musitoko, fin observateur de la vie politique et sociale du Gabon. Avec lui, nous allons essayer de laguer tous les contours qui font un peu ombrage à la compréhension des Gabonais et voir comment on peut se projeter pour un avenir beaucoup plus harmonieux et plein de paix et de sérénité, car nous allons dans quelques jours aborder une pente assez glissante et qui demande beaucoup de maîtrise et surtout beaucoup d'amour entre nous. Nous n'allons pas faire politique, nous allons essayer de comprendre certaines choses. Monsieur Raphaël Musitoko, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous en prie, monsieur Lidéré. C'est moi qui vous remercie. Ah, et nous savons que vous n'apportez pas toujours les plateaux de télévision. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui au Zamoura TV d'accepter de diviser avec nous sur la situation actuelle qui est très délicate, il faut l'avouer. Raison pour laquelle je m'en vais tout de suite vous féliciter d'avoir réussi à me faire venir sur ce plateau. Ok, on sait que un corps plein de foi ne trouve pas une possibilité en chemin. Nous parlons alors de la transition d'abord et nous allons terminer par l'élection. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par transition? Quelle est la valeur de ce mot dans la culture politique? Bon, merci encore une fois pour l'invitation que vous m'avez faite. C'est toujours un honneur de pouvoir s'adresser non pas simplement à mon interlocuteur ici présent, mais à nos web spectateurs sur des sujets aussi importants que ceux que nous allons aborder. Pour répondre à votre question, de mon humble point de vue, s'il faut rester quelque peu trivial, la transition pour moi est un passage, c'est une période, un processus, tout ce qu'on veut, mais qui emporte l'idée de passage. L'idée d'aller d'un point A à un point B. Donc, raison pour laquelle je suis parfois étonné par les réactions observées sur le champ politique et même social quant aux attentes liées à cette période ou à ce processus de transition. Je ne sais pas si on peut attendre d'un passage la même chose que le fait d'aboutir à la fin de ce passage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour moi, il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Donc, pour me résumer, je dirais simplement que la transition est un passage, une sorte de processus de passage ou de période de passage, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. C'est la transition. Il y a l'idée de transitoire. Alors, c'est la définition de transition. Vous écoutez, c'est observer un passage qui devait aboutir à une autre sortie ou bien une autre porte d'entrée. À une étape. C'est-à-dire que pendant une transition, il ne devait pas avoir de projet ou de programme à long terme. Puisque ça semble passager, c'est passager. Oui, sauf que c'est pas ex nihilo. C'est une transition d'un point A à un point B. Et partant du point A, il y a forcément eu des situations qui font que sur le plan social, par exemple, il y a des fortes attentes. Et je crois que pour ce qui concerne le cas du Gabon, il n'a pas été étonnant de voir les autorités en place se lancer dans un certain nombre de chantiers sur le plan social, infrastructurel, parce que le point A duquel nous sommes partis pour arriver au point B, que nous espérons atteindre bientôt, il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont été identifiés auparavant et qui ont suscité des attentes fortes, des espoirs très élevés de la part des populations. Alors, puisque vous faites allusion justement à la transition au Gabon,
Comment la jugez-vous? Je la juge normale. Et je pourrais peut-être vous surprendre en le disant, parce que la mode est un tout petit peu à la vindicte, au jugement facile. Pour moi, on ne peut pas prendre... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait la possibilité, qu'il y ait eu la possibilité de prendre de nouveaux Gabonais pour animer cette transition. Ce sont les mêmes Gabonais qui sont là, pour certains depuis plus de 60 ans, c'est-à-dire, quand je parle de 60 ans, je parle du système qui nous a dirigés jusqu'ici, et c'est avec les mêmes habitudes, les mêmes insuffisances, et je ne crois pas qu'ils puissent, qu'on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus performant que ce à quoi nous avons assisté ou auquel nous assistons. Elle se déroule, de mon point de vue, normalement. Normalement ne signifie pas sans problème. Normalement ne signifie pas parfaitement. Mais elle se déroule de façon tout à fait, à mon avis, normale, avec ses reculs, ses signes d'espoir, parfois ses désespérances. Mais de mon point de vue, ce qui l'emporte, c'est le progrès, l'idée de progrès. On a la volonté d'avancer, d'atteindre un certain nombre d'objectifs que ce pays aurait pu atteindre depuis des années. Et je crois que c'est l'essentiel. C'est l'idée de progrès qui compte et qui, me semble-t-il, l'emporte. Est-ce que une période transitoire qui ne rime pas avec les attentes des populations peut faire déchanter ces populations? Oui, vous savez, être enchanté ou déchanté par rapport à une situation est fonction de l'état d'esprit des uns et des autres. Les gens déchantent parce que ils ont des légitimes espoirs que les choses devraient changer comme un coup de baguette magique. Mais à ce propos, j'ai une formule que j'utilise souvent. Coup de libération ne signifie pas coup de baguette magique. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a eu un coup de libération. On va convenir de ce terme, de cette appellation, d'accord? Mais pour moi, c'est un point, c'est une étape de déclenchement, on va dire, qui n'est pas tout le processus en lui-même. On déclenche quelque chose, un processus qui va connaître certainement des ralentissements, des petits reculs, mais ce qui importe, c'est l'idée qu'il faille aller de l'avant, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, nous avons compris que la transition, c'est un passage, et ce passage-là ne peut accomplir que ce qui est faisable en très peu de temps, et que en attendre plus, c'est un peu faire appel à la désillusion. Mais une transition faite à la suite d'un coup de force peut-elle rimer avec démocratie? Parce qu'il peut y avoir transition par vacance de pouvoir. Celui qui incarne le pouvoir qui est là peut être dans l'incapacité de l'exercer. Il n'y a pas eu de brutalité, il peut décéder. Ce sont des formes de transition. Mais il y a aussi des transitions comme celle du Gabon, où un matin, les militaires se sont levés pour dire, bon, écoutez, on met tout à plat, on reprend à zéro. Est-ce que dans ce système, dans cette technique, dans cette réalité, on peut également faire appel à la démocratie? Je vais déguer un coup de force peut mettre fin à un autre coup de force. Je veux faire ici allusion à la situation qui a prévalu à la tête de ce pays dès le mois d'octobre 2018. Nous avons eu droit, tout de même, à une gestion, à une gouvernance par procuration, on va dire. Et tous les Gabonais connaissent, à travers deux épisodes essentiels. Vous faites allusion à l'accident vasculo-cérébral. Ça, c'est le point de départ. Mais la conséquence qu'il y a eu, c'est une gestion par procuration ou par usurpation. C'est même le terme le plus approprié à mon humble avis,
Procuration parce que ceux qui en avaient la charge n'avaient reçu aucun mandat pour cela. Ils se sont accaparés des leviers du pouvoir pour faire ce qu'ils ont eu à faire. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un coup de force, ça. Si vous me dites que ça, c'est un coup de libération, par exemple, j'aurais beaucoup de mal à l'accepter. D'autant plus que le coup de force dont vous parlez, que les autorités appellent coup de libération, a donné lieu à une apothéose, à une acclamation, à une adhésion populaire que tout le monde a pu constater. Et donc, pour moi, si ça c'est un coup de force, ma réponse à votre question est oui. Ma réponse à votre question est oui, parce que c'est un coup, je ne sais pas trop le mot force, comment il faut en tout cas, c'est un coup de force, on va dire, pour le principe, parce que c'est un coup d'État, qu'on le veuille ou non, mais avec l'adhésion du peuple, avec l'assentiment du peuple. Ça suppose que quand les autorités militaires ont eu à poser leur acte, vous vous souviendrez que, d'ailleurs, que Internet a été vite rétabli, mais quel était l'objectif? L'objectif était de montrer au monde que les populations adhéraient à ce qui vient de se passer au Gabon. C'était pour dire au monde que les populations étaient partie prenante de ce qui vient de se passer au Gabon. Et que donc, il n'y avait pas lieu de considérer ça comme quelque chose de très, comment dire ça, dangereux pour la stabilité, etc., etc. Donc, vous voulez faire comprendre à ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs à moi aussi, oui, que le coup de force du 30 août 2023, qui entraînait la période de transition, cette transition a respecté aussi les normes démocratiques. Oui, bon, maintenant, vous savez, le débat démocratique, parce qu'il est toujours là, le débat démocratique, les gens s'expriment comme ils veulent, hein. Chacun donne son avis, selon sa sensibilité, selon ses observations. C'est pour ça que je suis très prudent sur les qualificatifs globaux. Transition démocratique, je ne sais pas, mais je la trouve ouverte, cette transition. Je la trouve très inclusive, parce que toutes les voix sont entendues. Quand il y a des choses à reprouver, les gens le font. À critiquer, les gens le font, etc. Donc, si on peut considérer ça comme une transition démocratique, oui. Si certains estiment qu'il manque tel ou tel aspect, au point qu'on ne puisse pas qualifier cela de transition démocratique, libre à eux de faire ce choix. Alors, pendant cette période de transition, nous avons vu plusieurs initiatives être prises, d'ailleurs une initiative qui faisait partie du cahier de charges des militaires arrivés au pouvoir. On parlera par exemple du dialogue. Dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif que le comité de transition pour la restauration des institutions a mis en place. Mais selon vous, ce rendez-vous a-t-il été à la hauteur des attentes du peuple? Vous savez, sur ce sujet précis, je suis souvent gêné par les interventions de certains acteurs politiques ou même de la scène, ou même sur la société civile parfois, qui, dans leurs propos, laissent entrevoir que comme il n'y aurait pas eu XY comme participants, ces assises n'auraient pas toute leur légitimité ou leur justesse, en tout cas quant à leur conclusion. J'ai eu le bonheur de prendre part à ces travaux, non pas comme participant, mais comme acteur dans un certain domaine dont je ne parlerai pas ici. Et donc, j'ai eu donc cette chance de côtoyer les couloirs, les participants au quotidien lors de ces assises. Je n'ai pas, comme ce fut le cas parfois par le passé, hein, je n'ai pas par exemple entendu qu'il y aurait eu une influence extérieure. Je n'ai pas vu qu'il y avait un climat tel que, bon, il y aurait des résolutions déjà arrêtées à l'avance, et que donc, etc. C'était, me semble-t-il, en tout cas, libre, et donc conforme aux attentes. Il se trouve simplement que les populations sortaient d'une situation qui a provoqué une certaine cristallisation contre le régime déchu. Cette cristallisation se traduisait par un certain radicalisme. Il y a eu des résolutions d'ailleurs qui avaient été adoptées à l'époque qui allaient très loin. Vous vous souvenez du débat sur la nationalité, sur il fallait pas être
il fallait absolument pas être ou de père ou de mère, il fallait absolument être de père et de mère, etc., sur certains aspects de la vie politique ou sociale. Et donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de sagesse de la part des autorités, parce que, vous savez, quand vous laissez les populations trop se lâcher sur la base de l'émotion, ça devient dangereux. Si certaines des résolutions tirées de cet état d'esprit n'ont pas été adoptées, peut-on dire pour autant que ça n'a pas respecté les attentes des populations? Je ne sais pas. À mon avis, non, parce que il faut mettre de l'eau dans son vin parfois. Nous sommes tous des Gabonais. Oui, mais beaucoup Voilà. se sont plaints à dire que non seulement que les résolutions de ce dialogue n'avaient de force, n'étaient que de force consultative, et qu'il fallait que le président ou le CTRI ou le prince accepte certaines propositions, donc fasse le tri sur les résolutions. Ce qui signifie en d'autres termes que c'est ce qui a plu au pouvoir régnant qui est passé. Il n'y a eu aucune contrainte sur les tenants du pouvoir qui ont d'ailleurs initié ce dialogue. Vous qui y étiez. Mais, M. Bitégui, moi je vous réponds tout de suite non. En tout cas, du peu dont j'ai eu à prendre connaissance, non. Mais M. Bitégui, souvenons-nous quand même que les résolutions de ce dialogue n'étaient pas censées être contraignantes. Le texte qui convoquait ces assises est assez clair là-dessus. Je crois que c'était un décret où je me rappelle plus très bien. Il n'est mentionné nulle part que les résolutions issues de ce dialogue seraient souveraines. Parce que c'était ça le débat à l'époque. À quoi ça a servi alors? Ça a servi... C'est des propositions apportées par des milliers de Gabonais qui se sont lâchés d'ailleurs sur, cette opération. Mais M. Bitégui, la plupart de ces résolutions, des résolutions qui ont été retenues, sont issues de ces assises. Les seules résolutions qui ont posé problème portaient sur le PDG. Il y a eu des réponses qui ont été apportées à cela. On peut être d'accord ou pas. Quand on dit que est-ce qu'il est de bon loi que des autorités militaires qui prônent l'inclusivité, etc., puissent prendre des décisions, même si c'est issu d'une partie de la population qui représentait, on va dire, le grand peuple. Est-ce qu'il est de bon loi que ces autorités prennent la décision de suspendre les partis politiques? C'est un débat qui s'est posé. Ça aurait pu se faire. Mais le débat... Dans l'Allemagne nazie, oui. Après la défaite d'Hitler, le parti nazi n'a plus existé. Mais... Les dirigeants du parti nazi n'ont plus fait de la politique en Allemagne. Et même les noms comme Adolf, comme Hitler, ont disparu de l'Allemagne. Oui. Cela a permis de soulager ceux qui ont souffert sous le régime nazi. D'accord. Au Gabon. C'est ce que la population a demandé. Ne fût-ce qu'une suspension de quelques années. Ou changer la configuration du parti ou la dénomination du parti. Je pense que c'était la résolution ou la proposition la plus touchante pour le peuple gabonais. Ce qui laisse dire aujourd'hui que rien n'a changé. Oui, les militaires au pouvoir, le CTRI et le PDG, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, parce que ce sont les mêmes. Mais M. Bitégui, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que c'est pas traumatique pour le peuple? Non, à mon avis, non. Vous savez pourquoi? Faire partir le PDG, non. Avoir souffert sous le régime du PDG, les gens qui arrivent, qui disent être des libérateurs, rappellent ceux qui ont été les bourreaux, entre guillemets, du peuple, et dont le peuple ne veut plus sentir. On les rappelle aux affaires, et en tout, dit, enfin... M. Bitégui, je veux peut-être choquer... Humainement parlant, c'est traumatique. Je veux peut-être choquer vos spectateurs. Mais vous savez, je suis de ceux, je ne sais pas si nous sommes nombreux, je suis de ceux qui estiment qu'on ne peut pas infantiliser un peuple en permanence. Quand on dit que le pouvoir est au peuple, il faut que ça se traduise quelque part. On ne peut pas, d'un côté, parler du peuple comme une simple victime qui subit tout, qui vraiment n'a rien à faire, qui n'a rien à dire, qui n'a aucun acte à poser, etc. Et puis, dire que c'est à lui
la souveraineté absolue, c'est à lui que revient le pouvoir absolu, etc. Moi, pourquoi je le dis? Vous avez vu les rendez-vous du PDG récemment. Nous sommes en transition. Ça draine du monde. Tout ce monde qui vient là, c'est quoi? C'est les Gabonais. Je suis sûr que parmi eux, il y en a même qui dans d'autres sites, disent qu'ils ont souffert à cause du PDG. Mais ils viennent quand même. Allez-y savoir. Je pense que nous avons besoin d'une catharsis nationale. C'est trop facile, à mon avis, je peux me tromper, c'est trop facile de chercher quelqu'un qui aurait, parce qu'il sous prétexte qu'il est président de la République, qui prendrait sur lui la responsabilité de régler le problème que nous-mêmes nous pouvons régler. Vous allez voir, les élections arrivent. On verra bien. Est-ce que le Gabonais, qui se plaint de la sorte, avec les arguments que vous développez, qui sont légitimes, je ne dis pas que à ce niveau on pourra discuter, est-ce que ce Gabonais est capable demain de dire je ne vote pas M. Bitege parce qu'il est du PDG? Ça m'étonnerait. Parce que nous savons quels sont les ressorts du vote au Gabon. Identitaire, affinitaire, etc., etc. Donc, c'est un débat qui me paraît beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que dire qu'un chef d'État en place parce que c'est la transition, pour moi, à la place de Lugui, j'aurais vu ça comme un piège. Le baromètre, pour terminer, le baromètre lors de cette concertation, de ce dialogue, c'était quand même l'applaudimètre dans la salle. Quand, lors des résolutions finales, il a été annoncé la suspension du PDG, on a vu la salle exploser. Comment le peuple pouvait-il réagir autrement? Monsieur Bitege, pour être peut-être plus précis, je vais vous prendre une petite anecdote qui n'a rien à voir avec la politique. Allez-y. Je prenais part, il y a 1 ou 2 ans, à une rencontre technique sur le numérique, avec des experts de toutes les administrations gabonaises. Hein. J'étais là comme une sorte de cheveu dans la soupe, mais j'étais émerveillé par tout ce qu'il y avait comme technicité. On avait même droit à des conférences depuis les États-Unis, avec des grands marketeurs qui vendaient leurs produits, etc. Toutes les administrations gabonaises, disais-je, étaient représentées. Et puis, il y a eu un représentant de la présidence de la République, à l'époque, qui vient, dans son discours, qui parle comme quelqu'un qui serait du ministère, je ne sais pas moi, d'un ministère parent pauvre, on va dire, en disant, mais vous savez comment ça se passe au Gabon. Bon, il représente la présidence de la République, qui est censée... La première institution. Pour avoir les solutions à tous ces problèmes. Ça m'a posé un petit souci. Et puis, à la fin de la journée, heure à laquelle j'ai pris la parole, donc 20 heures, je me suis risqué à prendre la parole. Je leur ai dit oui, nous avons parlé de logiciels, c'était magnifique, c'était vraiment... il y avait le directeur général de l'économie numérique à l'époque, monsieur, enfin j'oublie son nom, mais il est assez connu, qui m'a donné l'impression d'être beaucoup plus militant que technicien, alors que je sais que c'était un technicien très, très outillé. Donc il y avait une certaine politisation, même dans des domaines aussi pointus. Et je leur ai posé la question de savoir, mais avons-nous évoqué le logiciel le plus important? Ils m'ont regardé. Je leur ai dit le logiciel mental. Ils ont tous éclaté de rire. Ça signifie qu'il y avait la résonance en eux. Ça signifie que c'était ça à mon avis, le point sur lequel il fallait peut-être aussi insister. Mais ça n'a pas été abordé. Quand les gens applaudissent, moi je prends un autre exemple, monsieur le général Oligui a décidé que ni femme ni enfant du président de l'exercice ne pourrait lui succéder, mais qui aurait eu le courage de le faire lors de ces discussions-là. Je ne crois pas que les gens auraient osé. Nous devons aussi avoir une race de citoyens qui osent. Le problème du PDG, vous me répétez, ce que vous dites, ce que les gens disent, ils ont peut-être raison, il y aurait pu avoir une décision, mais en même temps, je me dis, c'est une population... Il n'a pas voulu prendre le risque pour ne pas être le premier dirigeant au monde à suspendre ou à un parti politique. Un parti politique. Parce que si on fait ça, c'est une boîte de Pandore. Le cas nazi que vous prenez, l'exemple nazi, il y a eu des actes, des forfaits qui ont été commis, graves. Il y a eu plusieurs millions de juifs qui ont été tués. Et encore que ce n'est pas le pouvoir. Et voilà. Après nazi qui a dissous le parti nazi, c'est la population. C'est la population. Qui a rejeté. Le contexte n'était pas le même. Est-ce que ce qui s'est passé au Gabon justifiait
ou justifiait qu'on puisse aller jusque-là, je ne suis pas si certain que ça. Mais alors, après le dialogue inclusif, il Oui, y a eu le référendum, oui, le fameux référendum. oui. Ce référendum-là a-t-il réellement concouru à l'expression de la démocratie? À mon avis, oui. Quand on voit le taux d'abstention très élevé, Vous savez, le taux d'abstention, il est structurel au Gabon. Il n'est pas que comportemental. Hein. C'est vrai, il y a une bonne dose de comportement parce qu'il y a des gens qui estiment que, bon, ma voix ne compte pas. Il y en a qui vont vous dire, mais je gagne combien en la voter? C'est absurde, mais ça existe. Et puis, il y a, quand je parlais de structurel, je parlais des cas de mort, des choses comme ça. D'autres ont évoqué ce sujet mieux que moi lorsque le débat s'est posé. Et le taux d'abstention, pour moi, par contre, je me est-ce fais... que ce n'était pas un rejet, quelque part, de la formulation, par exemple, de la question Je ne crois pas. préjudicielle Je de ne ce crois pas. référendum? Je crois que cela traduit plutôt ce déficit de citoyenneté active que je voulais évoquer tout à l'heure quand on parlait de la question du PDG, qui fait que il y en a qui estiment que d'autres doivent faire le travail à leur place. La citoyenneté, c'est quelque chose d'actif. Ça doit se vivre, ça doit s'animer, et très peu de Gabonais ont cette conception de la citoyenneté. Ils ont une conception de la citoyenneté qui est attentiste, qui est rentière, on va dire. L'État est là, ben il faut que j'attende tout de l'État, en oubliant qu'on a une partie de cet État-là. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut aussi regarder Donc, selon le vous, problème. le référendum a fait ressortir l'expression réelle du peuple gabonais, même si... Bon, il y a toujours des insuffisances, mais je crois que le référendum a été un moment démocratique fort. On a vu des débats à la télévision, les gens avaient des arguments qui se valaient, hein, à mon avis, mais la démocratie a prévalu à mon sens. Alors, c'est après ce référendum que nous arrivons aux élections. Et d'ailleurs, c'est le dernier thème de notre rencontre du jour. Ça va vite. Il y a eu des élections. Ouais. Non, il y aura des élections. Ouais. Et il y a eu des élections, parce que le référendum, c'est une élection. C'est une élection. Bon, mi figue, mi raisin, même si vous semblez être satisfait du déroulement et des résultats de cette consultation électorale majeure, mais là, il y a une autre consultation qui pointe le nez à l'horizon, Ouais. les présidentielles. Comment voyez-vous le déroulement de ces présidentielles? D'abord, de manière sociologique, puisque vous êtes un observateur de la société gabonaise. Mais par contre, ce sur quoi je peux être certain, c'est ce que j'espère de cette consultation. L'élection présidentielle et C'est que les les autres, choses se passent de manière c'est apaisée. que, apparemment, Le de débat manière d'idées sociétale, prévale c'est moins politique que les autres. de bout en bout. Bon, c'est une impression que les choses se fassent de manière claire, transparente et juste. Voyez-vous, je ne sais pas si je peux aborder cet aspect, les 4 candidats définitifs sous réserve du contentieux auprès de la Cour viennent d'être retenus. Et vous comprendrez que parmi les 4, il n'y a aucun qui pourrait être issu d'une écurie politique, d'un parti politique. C'est des rassemblements, c'est des plateformes, etc. Et donc, de mon point de vue... Mais M. Maganga Moussavou, il est issu d'un parti politique. Son fameux PSD, il n'a pas été retenu. Ouais. Enfin, tous les leaders politiques issus des partis politiques qui ont osé se présenter sous l'étiquette de leur parti politique n'ont pas été retenus. Parce qu'on ne parle que de 4. Mais c'est inhérent aux nouvelles dispositions, à mon avis, c'est simple. Il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée, il y a une charte qui est encore en vigueur, qu'on le veuille ou non, et puis il y a des critères à respecter qui étaient connus de tous. Non, parlons. Par exemple, qui étaient connus de tous. Le fameux choix de l'organe qui valide les candidatures. Il y a Joseph Lapensée Singone. Singone, ouais. Qui est-il? C'est un candidat. Mais vous savez, on parle de renouvellement de la classe politique. Nous sommes une société pleine de paradoxes. Donc nous devions s'en réjouir. En fait, théoriquement, nous devons nous réjouir d'avoir face à nous un inconnu. Parce que pour l'instant, c'est un inconnu. Quelles sont ses chances? Ses chances,
dépendront de sa capacité à édifier les populations sur son programme. Je suppose qu'il en a un. Tout ce que nous pouvons savoir sur lui, c'est que c'est un compatriote intègre, semble-t-il. En tout cas, nous n'avons pas entendu autre chose que cela le concernant. C'est un compatriote intègre, inspecteur des impôts, la cinquantaine, originaire de Moyen-Ogooué. À mon avis, ça apporte un peu de fraîcheur au débat politique, même si vous dites que il n'est pas très politique aujourd'hui. Mais c'est des figures pareilles qu'il faut à notre démocratie. Il y a deux barons, Voilà. pleins de caractère du Parti démocratique gabonais qui se retrouvent en course. Monsieur Alain Claude, Même s'il s'en réclame Monsieur plus. Bilévisé Alain Claude et Monsieur Iloko Stéphane. Est-ce que cela peut interpeller la population? Tout dépendra, vous savez, le Gabonais est extraordinaire. Vous viendrez dire demain que M. Bitégué était un grand tortionnaire du régime déchu. Il suffit que M. Bitégué sache trouver les mots qui touchent certaines populations, qu'il sache dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, et puis bon, il aura ses troupes. Je ne pense pas qu'il y ait un avis globalisant, unique, qui pourrait venir à la population. Ça dépend de la masse critique que vous pouvez atteindre dans les populations que vous voulez convaincre. Je crois que ces deux-là ont cette capacité, on les voit, on les entend, même si aujourd'hui ils sont en conflit ouvert, supposé. Mais hier, ils étaient sur la même plateforme. Oui. Ensemble. Oui, mais vous voyez bien que la politique est pleine de surprises. Elle est pleine de rebondissements. Est-ce que voilà. Monsieur Oligui Nguema Brice Clotaire n'est pas un peu le boulanger de ces élections? Est-ce qu'il n'enfarine pas tous ces candidats? C'est-à-dire, soyez plus clair dans votre question. Est-ce que c'est pas lui le marionnettiste qui tire? Parce que on ne trouve aucune femme, on ne trouve aucun nom des traditionnels acteurs politiques se réclamant de l'opposition. Aujourd'hui, on a comme l'impression que M. Oligui va presque seul en course et que de tout ce qui se présente, il y a la fraîcheur de Joseph Lapensée, il y a la fougue de Iloko, mais avec cette teinte du PDG, il y a Alain Claude Bilévisé, que l'on sait être grand orateur, mais qui, quelquefois, sa langue très légère, joue de mauvais tours auprès des populations. Tout ça là, c'est déjà presque acquis que personne ne fera le poids face à Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'est pas politique. Qui n'est pas politique. Est-ce que le sens politique meurt au Gabon avec l'arrivée de Brice Clotaire Oligui, qui a dit qu'il préfère être le représentant d'une plateforme que d'un parti politique? Je vais vous répondre en faisant référence à Omar Bongo. Oui, vous vous souviendrez qu'Omar Bongo arrive au pouvoir dans les conditions que nous connaissons, ou que nous ne connaissons pas, pour certains, en 67. Il s'installe, je passe les détails, nous entrons dans le parti unique, qui a été paradoxalement la période active d'Omar Bongo, enfin d'Albert Bongo, qui est devenu Omar Bongo. Quand je dis active, c'est avec les grands chantiers de la République, les grandes infrastructures, hein, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Mais vous vous rappellerez aussi qu'en 90, quand survient la chute du mur de Berlin, cela se traduit en Afrique par la conférence nationale. Il y a eu la Baule qui a donné lieu à ces enfants qu'on peut rappeler des conférences nationales dans différents pays d'Afrique francophone. Les observateurs aiguisés ou avisés de cette période vous diront qu'Omar Bongo n'a plus jamais été bâtisseur. Il n'a fait que de la politique. Dans quel objectif? Se maintenir. Et là, Oligui, après la transition,
Là, il a été bâtisseur pendant la transition, et après la transition, il ne fera que politique. Non. C'est-à-dire que... Éclairez-nous. Non, c'est pour vous dire que la politique, je suis désolé, on l'a beaucoup faite au Gabon. Pour quel résultat? Bongo a fait 20 ans de politique. Ou plus, je ne sais pas trop comment, moi les calculs, je ne suis pas très fort. Hein. De 90 jusqu'à sa disparition, il n'a fait que de la politique. Avec tout ce que cela a comme avantage, hein, cohésion sociale, tout ce que vous voulez, mais le pays n'a pas progressé. Dans les résolutions de la conférence inclusive, il était question de la parité. Oui, mais la parité ne peut pas être... mais aux élections présidentielles, aucune femme. Toutes n'étaient pas... Non, vous savez, je préfère souvent être dans la posture du juré qui n'a pas pris part aux assises. C'est-à-dire celui qui était lors des délibérations, mais qui n'a pas pu être présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a eu des critères qui ont été dictés à travers des instruments tels que la charte, la nouvelle constitution, etc. Je suppose qu'un certain nombre de critères n'ont pas été respectés. Peut-on, sur la simple base du genre, estimer que oui, bon, comme il faut équilibrer, il faut quand même qu'il y ait une femme, quitte à ce qu'on ne respecte pas un certain nombre de critères? Ce serait de la cosmétique. Avons-nous besoin de la cosmétique quand nous parlons d'état de droit? Je n'en sais rien. C'est des questions que je pose. Hein. Je ne veux pas être prétentieux en détenant la science infuse, mais je préfère que les textes soient respectés, à moins qu'il y ait la preuve que ces femmes ont été lésées sur des bases fallacieuses et que donc, dans ce cas, la commission qui a fait ce travail devrait en répondre. Mais je ne crois pas que ce soit le cas et il faut espérer simplement que les personnalités qui se présentent à ce type de séance puissent ne pas prendre les choses à la légère. Voilà. Quelles sont les chances de Brice Clotaire Oligui pour pour le présidentiel? Ah, ces chances sont énormes. Sans jouer le grand politiste, je ne sais pas si le terme existe, ou le grand analyste politique, elles sont énormes sur une base simplement empirique. On se balade, on regarde, on écoute, on tend l'oreille. Maintenant, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est une rencontre entre un homme et son peuple, et le peuple qu'il prétend gouverner ou diriger. Nous verrons bien ce que le processus va produire. Mais dès le départ, toutes ces chances sont intactes, comme d'ailleurs celles des autres, hein. Même si... Comme d'ailleurs celles des autres. Bien sûr, puisque... Êtes-vous sûr de ce que vous dites? C'est pas moi qui décide. Ou bien vous faites aussi dans le cosmétique? Pas du tout, c'est pas de la cosmétique que je fais. J'essaie d'être équilibré à mon propos. Parce que on parle souvent de kunabélisme. Je n'ai pas envie que mon propos soit interprété dans ce sens. J'essaie d'être équilibré. Quelles sont les chances de M. Iloko? Ah, c'est la grande question. Ben, ce sont les chances qu'il voudra bien se donner à travers son passé va compter. Forcément. Son attitude va compter. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut faire la différence entre Iloko et Bilé Bizé? Alors, c'est une grande question. Les deux tempéraments sont assez forts, même s'ils s'expriment différemment. Monsieur Billy Binzé, mais ça c'est mon interprétation. Votre lecture. Ça c'est ma lecture, hein, a une rhétorique que je trouve trop alarmiste. Et même une musique rhétorique, si on peut le qualifier ainsi, quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, peut-être en résonance avec le titre de son ouvrage, Mahou Mahou, pardon, mais je trouve alarmiste. Je pense qu'il gagnerait à être beaucoup plus offensif et propositionnel dans ce qu'il a envie de faire ou de proposer et qui irait à contrario de ce qu'on pourrait lui donner comme passif, même s'il peut se défendre là-dessus. Monsieur Iloko, quant à lui, c'est quelqu'un qui est très porté sur ses qualités propres. Il ne s'en cache pas. Mais il faudrait, à mon avis, qu'il soit beaucoup plus ouvert à la critique
Je suppose qu'il l'est, même s'il y a quelques extraits d'émissions que j'ai vus, c'est pas quelqu'un qui accepte qu'on lui marche dessus. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout est pour finir sur ce point, tout est dans leur capacité à l'un et à l'autre de donner à réfléchir tout au moins aux populations qu'ils vont vouloir séduire. C'est tout. Nous allons terminer Voilà. cette émission. Nous avons essayé de décrypter quelques points à l'ordre du jour, mais tout en sachant que chaque élection, chaque mouvement lié aux élections, avant, pendant et après, fait appel à une grande vigilance. Quel peut être votre mot de la fin et aussi en termes de conseil? Ce sera prétentieux, conseiller le peuple, mais votre avis d'homme du peuple vis-à-vis de vos concitoyens. C'est quelque chose qui me traverse l'esprit, et merci pour cette question. Je trouve que le Gabonais est trop vindicatif envers le Gabonais. Pour peu que vous ayez une position qui ne soit plus la même, ça se voit avec les activistes, hein. La manière dont nous nous adressons à notre frère, à notre semblable Gabonais, je trouve cela dommage, et nous devrions corriger le tir à ce niveau, de mon point de vue, hein. Ce que je pourrais conseiller, c'est d'avoir un vrai débat d'idées qui porte réellement sur les idées et non sur les personnes. Voilà. Je pense qu'avec ça, on devrait mieux s'en sortir et on devrait produire un débat démocratique beaucoup plus sain. Et quand on rentre dans les détails, que tel est ceci, tel est comme ça, vous voyez, par exemple, je vois des débats sur les réseaux sociaux où on va dire, bon, la Camerounaise telle ou le Congolais tel, je me pose la question de savoir si une nationalité devient une injure. Est-ce que c'est ça le débat que nous souhaitons? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut produire comme résultat, mais je ne suis pas de ceux qui encouragent cela. Et donc, pour répondre à votre question directement, j'appelle simplement les compatriotes, dans cette période délicate, à être sereins, à avoir des discours beaucoup plus portés sur les sujets abordés, sur les questions cruciales qui touchent au quotidien des Gabonais, que de se perdre dans des conjectures liées à la personnalité des X, Y, etc., etc. Voilà comment je pourrais répondre à cette interrogation, M. Bitiki. Merci. Nous rappelons à tous ceux qui nous suivent et qui souhaitent participer à ce plateau pour donner leur point de vue, surtout pour les soutiens des différents candidats retenus, pour venir soit élaguer quelques aspects qui ne sont pas bien compris par la majorité de la population concernant leurs candidats, d'appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et voir comment nous pouvons tenir un plateau avec eux et essayer d'éclairer la lanterne des milliers de Gabonais qui n'attendent que de comprendre ce qu'il y a à faire et avec qui ils devront le faire. Merci pour votre patience et on se retrouve très bientôt sur Décrypte Actu, c'est sur Odambora TV. Anye Mokobe. Ben, okoni me bane.